Très heureuse de vous retrouver sur Chérif La Télévision. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition, le sommaire. Le comité exécutif de l'association des Ansars de la Côte d'Ivoire a tenu ce week-end au siège national de la dite association Sisa Bobo une convention extraordinaire suite à la levée des mesures barrières imposées par les autorités pour éviter la propagation du coronavirus. Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité. Les Ansars et sympathisants étaient autour du président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders musulmans, à l'occasion de la nuit Ashura, marquant le 10e jour de Muharram, premier mois de l'année hégirienne. Occasion pour Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara d'inviter, d'exhorter au pardon et à l'amour du prochain avant de formuler des vœux pour un Mali apaisé. Moussa Fomba pour le commentaire. Depuis plusieurs années, les fidèles musulmans du Mali, notamment les membres de la Fédération Ansardine Internationale Fadi, convergent vers le terrain de foot du quartier Hippodrome, 6 en commune 1 du district de Bamako, pour prendre part à la grande cérémonie de prêche consacrée à l'Ashura, célébrée le 10e jour du Muharram, premier mois du nouvel an hégirien, sous le leadership éclairé de son guide Seyyed Cherif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans. Compte tenu de la crise sanitaire qui prévaut chez nous comme ailleurs, situation due au Covid-19, Ashura est célébré cette année dans la grande mosquée chérifienne de Bankoni Djanginebougou. Prenant la parole aux environs de 21h30, Seyyed Cherif Ahmed Tidjane Haïdara, fils du guide spirituel des Ansars, fera le rappel de certains événements symbolisant cette nuit avant d'exhorter à l'entente entre musulmans, retraçant le parcours d'Imam Hussein, petit-fils du prophète paix et salut sur lui, ainsi que l'atrocité avec laquelle il est assassiné en compagnie des membres de sa famille à Kerbala, en Irak. Seyyed Cherif Ahmed Tidjane Haïdara exhortera les musulmans à redoubler d'efforts pour le rayonnement de l'islam qui, du vivant du saint prophète paix et salut sur lui, dira-t-il, a fait l'objet d'attaques lâches que l'on pourrait qualifier de cheval de Troie tant par les groupes endogènes qu'exogènes. Appelant les fidèles à une pratique rationnelle de l'islam, il insistera sur la véracité des 6 serments, condition sine qua non selon le Saint-Coran et les hadiths d'avoir le salut divin. C'est aux environs de 23h sous les cantiques des chantres religieux que le guide spirituel des Ansars et président du Haut Conseil islamique du Mali sera accueilli dans la grande mosquée chérifienne de Bankoni Djanginebougou. Dans ses propos liminaires, il évoquera les privilèges accordés au saint prophète paix et salut sur lui ainsi qu'aux membres de sa famille. S'agissant de la polémique faite autour de la célébration de cette nuit, le guide lèvera tout équivoque. Si pour certains, l'Ashura est un moment de tristesse, car rappelant l'assassinat d'Imam Hussein, pour d'autres, Ashura se réfère à la victoire de Moïse sur Pharaon. Et selon son éminence, chacun est libre de célébrer l'Ashura à sa manière. Seyyed Cherif Ousmane Madani Haïdara reviendra sur l'épreuve subie par les membres de la sainte famille du prophète paix et salut sur lui, en l'occurrence à son cousin et compagnon dans le sentier d'Allah, Imam Ali, assassiné de façon lâche et atroce dans une mosquée de Koufa par les ennemis de l'islam. Faisant la genèse de cet épisode tragique de l'islam post-Mohammed, paix et salut sur lui, le président du Haut Conseil islamique du Mali, dans son prêche, mentionnera la mort du calife Oumar, lâchement assassiné. Le calife Ousmane, calomnié, connaîtra le même sort. Le petit-fils du prophète Imam Hussein, submergé par de vrais faux croyants voulant alors migrer vers d'autres horizons, tombera dans un guet-apens tendu par les ennemis, puis livrera une bataille sans merci avant de tomber arme à la main à Kerbala. À la Oumma islamique du Mali, le président du groupement des leaders spirituels musulmans exhortera à l'amour du prochain et à l'entraide. Il remerciera les Ansars pour les actions de bienveillance, notamment la construction de 13 centres de santé à Bamako et à l'intérieur du pays, ainsi que des dons de sang pour sauver des vies au Mali et ailleurs. L'entraide entre militants sera longuement saluée par le guide, qui reviendra sur un événement récent où un membre Ansar lui a présenté les clés d'une maison flambant neuve offerte par un autre membre. Mention spéciale au cours de ce prêche aux membres du bureau des prédicateurs,
le Wuduhu International, aux vigiles et autres sous-commissions d'organisation pour leur engagement sans faille. Évoquant l'autosuffisance alimentaire, Seyed Cherif Ousmane Madana Haïdara rendra un vibrant hommage aux Ansar pour les 200 hectares aménagés et des millions de francs CFA investis dans la production de riz en zone office du Niger. Outre l'aide de 118 millions de francs CFA aux déplacés maliens en Mauritanie lors du déclenchement de la crise malienne, l'encours de crédit de la microfinance à AFIM est de 3 milliards de francs CFA, une assistance des Ansar aux familles de militaires tombés pour le Mali à hauteur de 68 millions de francs CFA. Son éminence évoquant cette somme avait souhaité à l'avenir atteindre les 100 millions. Séance tenante, un membre Ansar remettra les documents de sa maison entre les mains de Seyed Cherif Ousmane Madane Haïdara afin de voir son rêve se réaliser. Rêve qui sera réalisé sans ce document car l'instance dirigeante de la FADI décidera au même moment d'arrondir à 100 millions cette somme qui sera destinée aux familles de militaires tombés. Aux hommes, il conseillera la droiture et aux femmes l'amour de l'enfant d'autrui. La cérémonie a pris fin par la prestation des 6 serments de l'islam. Voilà donc, nous restons dans la mosquée chérifienne à Bankoni, Djankinebouba en commune 1 du district de Bamako, où a eu lieu une cérémonie de lecture du Coran ce dimanche. Placé sous la présidence du guide spirituel des Ansar, non moins président du GNSM et du Haut Conseil islamique du Mali, Sid Cherif Ousmane Madani Haïdara, cette tradition perpétrée par les Ansar qui entre dans le cadre des festivités d'Ashura vise à implorer la miséricorde divine en faveur du prophète et sa descendance, à l'occurrence Imam Al-Husseini, martyr de ce grand jour. Voyons quelques réactions au micro de nos reporters. La lecture du Coran de cet après-midi, c'est un événement qui est historique chez la famille chérifienne. Qui connaît la famille depuis le début, au jour d'aujourd'hui, à chaque Muharram, donc la nuit, on commémore la nuit et le lendemain, on fait une lecture coranique pour prier le bon Dieu, pour plaider à la cause, de toute la nation. Et en plus de cela aussi, prier le bon Dieu pour que les choses, les événements qui sont au cours du pays, pour que ça puisse aller mieux et que le pays, la paix puisse revenir au pays. Il y a plein de causes. Ashura, c'est quand même une fête qui est traditionnellement fêtée par la famille Cherifla. Le guide Cherif Ousmane Madane Haïdara, chaque année après la nuit de Ashura, il y a une grande journée de prière qui est organisée. Et cette journée de prière est consacrée à la lecture du Coran et à la bénédiction pour tous les Maliens, pour tous les musulmans et dans tout le monde entier. Donc c'est une journée que nous célébrons et puis c'est le premier jour de l'an musulman. Voilà, donc tous les musulmans partout dans le monde sont heureux, voilà, de fêter cette journée et de prier le bon Dieu, voilà, pour qu'il puisse nous donner davantage de bonheur, de paix dans ce monde ici-bas et également des récompenses pour l'au-delà. Ok, puisque c'est une fête musulmane, c'est également l'occasion de lancer un appel vibrant à tous les Maliens, surtout dans ce moment critique pour le Mali, qui est également un moment qui doit être consacré surtout au dialogue. Voilà, donc l'appel qui est lancé par le guide, c'est que tous les Maliens, sans réserve, doivent se parler, doivent se pardonner, doivent ensemble chercher des solutions. Le comité exécutif de l'Association des Ansar de la Côte d'Ivoire a tenu ce week-end au siège national de la dite association à Bobo une convention extraordinaire suite à la levée des mesures barrières imposées par les autorités pour éviter la propagation du Covid-19. L'objectif visait à faire le bilan des activités réalisées au cours des 9 derniers mois. Moussa Fomba, Djakarija Dambélé.
C'est par une visite des délégués venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire à la résidence du guide spirituel des Ansar à Seyed Cherif Ousmane Madane Haïdara, en plein chantier dans la commune de Cocody à la cité Sir, que les travaux de cette convention extraordinaire ont débuté. La nouveauté cette fois-ci a été la visite du site de la résidence du guide par les délégués. Bon, vraiment, nous sommes très heureux et puis très fiers parce que c'est eux qui nous ont mis en mission pour construire cette résidence-là. Donc, il est opportun, il va de soi que s'ils viennent, bon, qu'on leur montre quand même ce qu'on a pu faire pour eux. Ça leur permettra de mesurer le chemin parcouru et ce qui reste à faire. Les délégués ont ensuite poursuivi leur rencontre au siège national à Abobo. Occasion pour les membres du comité exécutif national de faire le point des activités réalisées au cours des 9 derniers mois, en grande partie marquées par la crise sanitaire due au Covid-19, afin de faire des projections. Depuis le début de l'année, nous avons obtenu la convention annuelle. À cause de la maladie à coronavirus, nous n'avons pas pu se déplacer pour venir faire d'autres assemblées. Voilà, puisque normalement aujourd'hui, ça devait être notre 3e ou 4e assemblée de l'année. Mais à cause de la maladie, on n'a pas pu tenir ça. Donc nous remercions Dieu aujourd'hui, puisque les gens sont sortis. Et la nouvelle méthode que le bureau fédéral a mis en place sur les réseaux sociaux, en fonction de ça, on communique entre nous et le bureau national et puis les différentes sections. Donc cette mise en place nous a permis de réaliser beaucoup de choses. Voilà, on le constate ce matin avec le rapport moral et le rapport financier et surtout aussi avec le rapport du comité de contrôle. Donc nous remercions beaucoup le bureau national pour cet effort. Vraiment la convention nationale qui se fait aujourd'hui à Abidjan au siège d'Abobo. Vraiment, les femmes nous apprécions beaucoup. Comme chaque année, nous venons aux conventions. Vraiment, les femmes apprécient beaucoup. Nous avons retenu que, au fait, les présidents n'oublient jamais les défunts. Notamment comme le président Moumine Fan, qui nous a laissés. On salue tout le monde pour ça. Après avoir rendu un hommage aux illustres disparus, notamment le président Fani Moumouni, les participants ont unanimement félicité la performance des écoles de l'association, devenue une fierté aujourd'hui pour ses résultats obtenus au CP 2020 avec un taux d'admission de 99,57%. Notre travail au niveau de l'ADEC Chérifla, c'est de faire en sorte que les écoles de l'association soient intégrées au système éducatif national. Alors ce faisant, l'année dernière nous avons pu intégrer 3 écoles. Cette année, c'est 8 écoles qui ont été intégrées et nous avons en projet pour l'année scolaire 2020-2021 l'intégration de 14 autres écoles. Alors au-delà de l'intégration, nous confectionnons également des manuels scolaires pour nos élèves. C'est au total 81 000, pour être plus précis, 81 000 ouvrages que nous avons confectionnés cette année pour l'ensemble de nos écoles. Et vous avez pu constater, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu, dans l'ambiance, dans la paix, dans la cohérence, dans la concorde. Et nous ne pouvons que remercier les uns et les autres pour leur déplacement. Et souhaiter qu'ils puissent retourner chez eux dans la paix avec la bénédiction du Seigneur. Signalons que c'est sur des notes d'espoir que les travaux de cette convention extraordinaire ont pris fin. Rendez-vous est pris pour la convention prochaine prévue au mois d'octobre, dernière ligne droite avant le Maoulo de Nabawi. Nous revenons au Mali. Après Koundia, la délégation de la Société malienne de gestion forestière Sommage et Fort, conduite par le cantonnement des eaux et forêts de Manantali, a été reçue par les habitants de la localité de Sonfara, située dans le cercle de Bafouabé, région de Caille. Objectif, procéder à la plantation de 100 pieds d'arbres dans la cour de l'école publique de Sonfara et ses alentours. L'activité était placée sous la présidence du sous-préfet de l'arrondissement de Bamafélé. Nos envoyés spéciaux à Bamafélé, Mahamadoun Diallo, Ibrahim Koulibaly.
Dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, la Société malienne de gestion forestière multiplie ses initiatives en première région. C'est dans cette dynamique qu'une délégation de la Somagéfor a été reçue par les localités du cercle de Bafoulabé pour une série d'activités de reboisement et une visite de terrain sur les sites aménagés de la société. C'est de prendre soin des arbres qu'on vient de planter. Parce que l'arbre joue beaucoup, l'arbre a beaucoup d'importance. Donc surtout le moment là où nous sommes, il y a un problème de réchauffement climatique. Donc en même temps, il y a la déforestation. Donc c'est que planter, c'est restaurer. Donc la population peut nous aider franchement à faire des entretiens. Le suivi de ces arbres se fera par le CGS, le comité de gestion scolaire, en collaboration avec la jeune chambre internationale JCI Manantali, qui a pris l'engagement devant les autorités locales d'entretenir ces plantations. C'est dans le cadre du partenariat que nous entretenons avec les agents des eaux et forêts de la commune ici. Et également, le plan d'action national a donné une orientation de reboisement à toutes les organisations locales de la jeune chambre internationale Mali, qui est nommée le Mali vert, qui devrait être lancé à Yélimane. Et c'est dans ce cadre-là que toutes nos activités et nos présences dans les différents lieux où le reboisement se fait s'inscrivent bien dans ce cadre-là. Donc nous sommes conscients de l'avancée du désert. Nous sommes conscients également de différentes causes de déforestation. Donc en plantant des arbres, c'est un message fort. L'initiative est saluée à sa juste valeur par le premier responsable de l'arrondissement de Bamafélé. Le sous-préfet a invité les populations à planter et à entretenir les arbres. Actuellement, le changement climatique est en train de devenir une réalité dans notre pays. Il ne pleut plus beaucoup. Il y a peu d'arbres dans nos forêts. Si on prend l'exemple dans le cercle de Bafoulabé, la commune de Bamafélé et Djokeli sont parmi les rares localités où il y a peu d'arbres, il y a peu de végétation. Donc si jamais on n'arrive pas à sauvegarder le peu que nous avons, cela veut dire que les générations futures n'auront rien. C'est bon de planter un arbre, mais un autre aussi est de les sauvegarder, de les entretenir. Donc je lance un appel à la population de tout faire pour que ces arbres puissent réussir. La cérémonie s'est achevée par la séance de reboisement au cours de laquelle une centaine de plants ont été mis sous terre dans l'enceinte de l'établissement public de Sonfara et ses environs. La Fédération nationale des exploitants forestiers du Mali, avec l'appui de ses partenaires, a initié une série d'activités dans plusieurs localités du Mali. S'inscrivant dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, plusieurs hectares de terrain ont été exploités à cet effet. La première étape de la tournée avec nos envoyés spéciaux Alamidou Badini et Sirou Nyari. Cette série d'activités de reboisement de la Fédération nationale des exploitants forestiers du Mali, de concert avec sa branche ouvrière qu'est l'Union nationale des exploitants et producteurs forestiers, s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de reboisement. Vous savez, nous faisons notre exploitation partout au Mali, pas seulement dans une seule région, mais partout on fait notre exploitation. Donc on fait de notre mieux, donc de faire notre impact dans toutes les régions du Mali, ainsi dans les cercles aussi. Donc nous avons nos partenaires qui sont ici, ainsi que notre bureau régional de Koulikoro, dont le président siège à Fana ici. Donc nous avons vraiment, c'est quelqu'un vraiment qui est très attaché maintenant à la fédération. Donc pour l'encourager, nous avons essayé maintenant de faire 1 hectare ici et un autre hectare aussi à Douila. Donc pour montrer vraiment que vraiment nous avons de cœur avec eux, et si les moyens nous permettra également, nous pouvons faire d'autres plus que tout ça. La visite de terrain commence par Fana, précisément dans le village de Dien. Ici, sur une superficie d'1 hectare entièrement clôturée, plus de 600 plants ont été mis en terre, en grande partie de l'eucalyptus et du calcédra. Sans l'arbre, la vie humaine n'est pas possible, il faut se le dire. Son importance, ça fait venir de l'eau, c'est du bois d'énergie, nos bâtiments, tout ça, c'est constitué
par le bois. Et surtout sa fonction physiologique. Les gaz carboniques, c'est l'arbre qui les transforme. Une fois transformés, nous sommes des hétérogènes. Nous, on ne peut pas transformer. C'est l'arbre seul, les végétaux verts qui peuvent le faire. Donc, plantons des arbres. C'est non seulement une source de vie pour nous et pour nos enfants. Nos enfants, demain, ils peuvent nous poser la question, qu'est-ce qu'on les a légués comme héritage? Dieu nous a donné les ressources. Nous, on a utilisé. Qu'est-ce qu'on doit réserver à ces enfants qui grandissent? La FENAFOMA et l'Union nationale des exploitants et producteurs forestiers entendent par cette initiative contribuer à l'effort national de lutte contre la désertification par l'instauration d'un cadre de vie idéal. Le message va à l'endroit de la population. Donc, ce que nous avons investi ici, donc l'investissement est énorme. Donc, vraiment, je demande à la population de prendre beaucoup soin maintenant à ces arbres-là. Qui connaît l'utilité de ces arbres, donc maintenant prend soin à ces arbres-là. Donc, qui connaît l'utilité de ces arbres-là, également la clôture qui est là, parce que c'est un reboisement sécurisé qui est là. Donc, maintenant, il faut vraiment qu'on veille là-dessus pour pouvoir en bénéficier tout ce que vraiment l'arbre peut nous produire comme avantage. À Dioïla également, le même travail a été accompli. Sur 1 hectare de terrain clos, des centaines de pieds ont été plantés. Des photos de famille mettent fin à l'arrêt de Fana. La délégation de la Fédération nationale des exploitants forestiers du Mali et de l'Union nationale des exploitants et producteurs forestiers se rendra à Ségou dans la même journée du mercredi 26 août. Occasion pour elle de constater des visu, le travail effectué sur place et de s'entretenir avec les autorités forestières dans la 4e région. Alamidou Badni, Seydou Niari. Après Fana, la délégation de la Fédération nationale des exploitants forestiers du Mali et l'Union nationale des exploitants et producteurs forestiers arrive à Ségou dans l'après-midi, traverse le fleuve Parbac pour se rendre à Kala dans la commune rurale de Digani-Dougou où un accueil chaleureux leur est réservé. Ici, c'est 4 hectares qui ont été clôturés et plus de 4440 plants mis en terre. Nous poursuivons toujours notre périple de reboisement. Nous avons fait à peu près 4 hectares ici. Donc tout simplement, c'est pour montrer notre volonté. C'est pour encourager également la population de Ségou donc, à faire vraiment pareil comme nous avons fait. Donc le reboisement, c'est un nouveau système maintenant qu'on ne connaissait pas, maintenant qu'on a commencé maintenant à adapter. Donc nous demandons à tout le monde vraiment de faire pareil que ce que nous avons fait comme ça. Et nous demandons également à la population de Kala d'utiliser maintenant à bon escient. Sur place, le constat est satisfaisant pour les responsables de la Fédération et de l'Union. Vraiment, je suis très content du travail qui a été réalisé ici. Si vous voyez maintenant l'effort que la jeunesse de Kala a fourni ici, donc maintenant ça me réconforte. Ça me réconforte très bien d'ailleurs. Vous voyez vraiment les plans, comment ils sont plantés, les mesures sont respectées correctement, les 3 mètres sont respectés, les différents plans qui sont là, à savoir les caltus, à savoir les Kaya sénégalensis et également d'autres espèces qui sont là. Donc vraiment, cela nous réconforte beaucoup. Cette activité de reboisement est appréciée à juste titre par les notables et autorités administratives de la localité. Sans le reboisement, le développement ne peut pas être efficace. C'est-à-dire que même les météorologues et les agents des eaux de forêt, ils nous ont fait savoir que vraiment, sans l'arbre, il n'y aura pas de pluviométrie. Donc c'est la pluviométrie qui accélère l'amélioration au niveau agricole, au niveau pêche. Donc quand on dit agricole, on dit pêche. C'est la source même du développement des communes ruraux. Même sentiment de satisfaction au niveau de la direction régionale des eaux et forêts de Ségou. Imaginez-vous des exploitants forestiers qui prennent l'initiative de faire un reboisement de plus de 4000 plants. Une plantation sécurisée aussi. Aujourd'hui, notre département met l'accent sur la plantation sécurisée. Il ne s'agit pas de faire des hectares et des hectares, mais il faut qu'on appelle les sécuriser. Donc cette initiative, vraiment, elle est salutaire. Nous, en tant qu'autorité forestière, au nom de la direction nationale, au nom du département, moi je les remercie infiniment. Au nom de tous mes collègues qui sont là, donc vraiment, toute notre reconnaissance. Mais, comme je l'ai dit, une plantation sécurisée, vraiment, c'est la fin. Parce que l'accent doit être mis sur la sécurisation. Il ne s'agit pas de faire des hectares et des hectares. S'ils ne sont pas sécurisés, vraiment, les efforts vont rester vains.
Et nous leur demandons vraiment de continuer dans ce sens. Et ceux qui les accompagnent sur le terrain, parce que vous venez de visiter la parcelle, donc je crois qu'ils vont prendre l'initiative de les imiter. En tout cas, ça, je le souhaite fort. En tout cas, tous nos encouragements à eux et bonne chance et plein succès, en tout cas, à la plantation. Des photos de famille prises de part et d'autre sanctionnent également cette étape. Prochain cap, la région de Mopti. Abdul Karim Sako nous fait le tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières. C'est tout de suite un bref et en image. En Côte d'Ivoire, sur le planning officiel de la Commission électorale indépendante, lundi est une journée chargée avec pas moins de 12 candidats prévus à l'agenda, sans compter ceux déjà inscrits qui doivent venir déposer le complément de leur dossier. Si les derniers dépôts s'y passent comme prévu, ce sont au total 36 candidatures qui auront été présentées. Parmi elles, des figures bien connues de la scène politique ivoirienne telles que Alassane Ouattara, Henri Bédié ou encore Pascal Afing-Guessan, mais de nombreux petits candidats tentent aussi leur chance. Par ailleurs, des candidatures sont particulièrement attendues ce lundi avant la clôture. Ce sont celles de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Les deux hommes sont techniquement radiés des listes électorales et ont perdu leurs droits civiques. Ainsi, ils ne sont pas normalement autorisés à se présenter. Leurs avocats et soutiens considèrent ces décisions injustes et politiques. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, 113 ans, est rentré dimanche 30 août à Brazzaville après un mois de soins en Turquie. Ses conseils estiment qu'il va mieux. La société civile salue ce retour et exige plus d'attention à son égard, tandis que les autorités jugent que l'attitude du général et sa famille a été responsable. D'après une source pénitentiaire, l'ancien chef d'état-major devra retrouver sa cellule à la maison d'arrêt de Brazzaville. Nous comptons formuler une demande de mise en liberté en sa faveur dans quelques jours, a annoncé un avocat. Le chef du gouvernement Fayez Al-Sarraj, à la tête du gouvernement d'union nationale, a nommé le colonel Salah Eddin Al-Namrouch au portefeuille de la défense et Mohamed Ali Al-Haddad, élevé au grade de général comme chef d'état-major de l'armée libyenne. Ces nominations étaient attendues mais interviennent sur fond de contestation populaire. Vacant depuis plus de 3 ans, le poste de ministre de la Défense était gardé comme une sorte de récompense. Salah Eddin Al-Namrouch, le nouveau ministre de la Défense, était jusque-là vice-ministre au sein du ministère. Politiquement, il est aussi plutôt pro-Turquie, dont l'aide s'est avérée décisive pour garder la ville suite à l'offensive des forces du maréchal Haftar. L'ancien patron de l'hôtel des 1000 collines, Paul Ruziza Bagina, a été présenté par la police rwandaise à Kigali. Il est accusé d'être l'un des fondateurs et financiers des groupes rebelles rwandais et se retrouve aujourd'hui accusé entre autres de terrorisme, de kidnapping et d'assassinat. Ce patron d'hôtel avait sauvé plus d'1 millier de Tutsis et de Hutus pendant le génocide, des actes qui avaient été immortalisés par Hollywood et les films Hôtel Rwanda. L'ancien patron d'hôtel était devenu opposant à Kigali depuis plus de 15 ans. Il avait d'ailleurs créé un parti politique en exil, le PDR. Le premier vol commercial direct entre Israël et les Émirats arabes unis a décollé lundi avec à son bord une délégation israélo-américaine amenée par le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, en direction d'Abu Dhabi. Les Émirats arabes unis et Israël ont annoncé le 13 août dernier un accord pour normaliser leurs relations officieuses depuis des années, les Émirats arabes devenant ainsi le premier pays du Golfe à changer le statut de sa relation avec Israël et le troisième du monde arabe après l'Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994. Au Liban, le président Michel Aoun a nommé lundi 31 août Moustapha Adib au poste de Premier ministre au terme de consultations parlementaires destinées à trouver un successeur à Hassan Diab. Fort du soutien des principales figures politiques sunnites libanaises, du Hezbollah chiite et du parti du président maronite Michel Aoun, Moustapha Adib était jusqu'ici ambassadeur du Liban en Allemagne. Il a fait part de sa volonté de former rapidement un gouvernement et d'engager des réformes immédiatement pour jeter les bases d'un accord avec le Fonds monétaire international. Âgé de 48 ans, ce diplomate inconnu du grand public succède au Premier ministre Hassan Diab qui avait démissionné quelques jours après la double explosion meurtrière.
Les manifestations contre les violences policières se poursuivent aux États-Unis dans les villes de Kenosha et Portland où une personne a perdu la vie dans des affrontements entre manifestants Black Lives Matter et partisans de Donald Trump. Le président américain continue de prôner la loi et l'ordre et accuse les autorités des villes de laisser le chaos s'installer. Plus que jamais, Donald Trump confirme que les derniers mois de sa campagne seront taxés sur ce qu'il appelle la loi et l'ordre face aux manifestations actuelles. Dimanche, en quelques heures seulement, le président américain a partagé ou tweeté plus d'une centaine de messages condamnant la gestion des manifestations par les autorités locales à Portland et à Kenosha. M. Trump a également présenté ses condoléances à la famille d'un homme tué par balle samedi à Portland lors d'affrontements entre ses supporters et des manifestants Black Lives Matter. À présent, un mot du sport. Mamoutou Touré a été élu à la tête de la FEMAFOOT le 29 août 2019 avec 32 voix contre 30 pour son challenger Salah Babi. Les projets, les défis et les perspectives sont incalculables pour la nouvelle équipe dirigeante du sport au roi malien. Pour scruter selon un du bureau exécutif de la FEMAFOOT, suivons sur le commentaire de Issouf Koulibaly. Le 29 août 2019 restera une date mémorable dans les annales du football malien. C'est ce jour-là que Mamoutou Touré Dibavier a été élu à la tête de la Fédération malienne de football après plusieurs années de crise avec 32 voix contre 30 pour son challenger Salah Babi. Et le troisième candidat, à savoir notre confrère Alassane Suleiman, n'a obtenu aucune voix. Les travaux se sont déroulés dans la plus grande transparence en présence des émissaires de la FIFA, de la CAF, sous la houlette du comité de normalisation dirigé par Mme Dao Fatmata Guindo dite Mimi. Les vaincus sans embâche ont reconnu la victoire de l'enfant de Bagadadji. Féliciter déjà le nouveau président élu, M. Touré, le féliciter et lui souhaiter bon vent. Alors donc voilà, mes premières impressions c'est ça, le football ce n'est que ça, c'est des matchs qu'on va jouer, ils ont gagné et nous les félicitons. Je suis à la disposition du football malien, si on a besoin de moi en période de paix, que les gens se mettent ensemble, je serai là, et si j'ai des idées qui séduisent et que je peux mettre à contribution, je suis là. Aujourd'hui, le résultat que nous venons d'obtenir en termes de suffrage exprimé doit nous interpeller tous. Madame la Présidente l'a dit, il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Dès cet instant, le football malien s'est mis au travail afin de démarcher tous les acteurs du camp de Salah Babi pour que les dirigeants puissent se donner la main pour bâtir le football malien. Malheureusement, cette tentative de réconciliation est vouée à l'échec. Déjà, cette saison en cours a été émaillée par beaucoup de manquements, notamment la mise en place des commissions indépendantes. Et ce manquement-là est un manquement grave. Donc, qui est une raison suffisante pour nous d'interrompre le championnat. Et même si on arrivait à le poursuivre, on est déjà frappé par le saut de l'humilité. Aujourd'hui, la Fédération malienne de football est sur beaucoup de chantiers. Grâce au soutien de la Fédération internationale de football association, le play-off, dans le quota du play-off, et ce play-off, c'est 8 équipes qui vont la jouer, mais il n'y a que 2 qui vont ensuite revenir rejoindre les 15. Mais pendant ce temps, quand vous faites une analyse simple, c'est que si on joue la 22e journée, il y a à peu près 11 équipes sur les 23 qui ne vont plus compétir. Hier seulement, nous avons eu un entretien avec la FIFA et la Fédération française pour l'appui qu'on appelle le programme de suivi technique. Le Mali a bénéficié de ça. Aujourd'hui, la Fédération malienne de football est sur beaucoup de chantiers. Grâce au soutien de la Fédération internationale de football association, il s'agit de la construction d'un nouveau centre technique national ultramoderne, de la construction d'un siège pour les 9 ligues régionales de football, ainsi que la relecture et l'harmonisation des textes. Comme vous dire, le football malien a du chemin à faire, mais il faudra le faire avec l'ensemble de ses acteurs.
page noire de cette édition, Adja Nakouré Keïta, présidente des femmes de l'association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique AMCESI, est décédée le samedi 29 août 2020. La cérémonie funèbre s'est déroulée le dimanche 30 août 2020. Désormais, Adja Nakouré Keïta repose au cimetière de la Fiabrou, en commune 4 du district de Bamako. À l'âge de 70 ans, elle laisse derrière elle 4 enfants. On a perdu un grand icône de notre association, Adja Nakouré Keïta, dite Mana. Ce sont des vieilles vraiment qui ont adhéré à l'association depuis sa création. Et elle a eu à entretenir l'association également. Le premier centre d'alphabétisation des adultes qui a été mis en place par la MCC, elle était parmi les animateurs, non moins la présidente des élèves de ce centre. Donc la MCC, depuis sa création en 1992, ces dames-là ont adhéré à l'association et ont étudié le Coran à des âges très avancés. C'est étant vieilles qu'elles ont commencé à apprendre le Coran. Elles sont nombreuses, mais aujourd'hui on a vraiment perdu la présidente, parce que c'est elle la présidente des femmes même de la MCC. Donc nous sommes très tristes aujourd'hui et on a l'habitude même de la nommer la maman à MCC. Et nous implorons Allah le Tout-Puissant pour qu'il l'accueille dans son paradis. Depuis que sa fille est rentrée dans notre famille, elle a pris tous les membres de la famille comme ses enfants. Donc je peux témoigner de cela. Donc on prie le bon Dieu pour que l'au-delà soit alors facile pour elle et que vraiment on puisse prier pour son repos éternel. Donc une fois de plus, c'est la salutation de toute la famille Diarra, Sikasso, Bamako et partout au Mali ici. Tout en goûtera à la mort, que la terre lui soit légère. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.